Rebonjour pour cet après-midi. La musique du générique, c'est fait pour vous réveiller un petit peu avant qu'on commence avec cette nouvelle rencontre intitulée Les Tourments de l'Histoire, qui vous sera présentée par Cyprien Guichetot, qui est libraire à 1000 pages. Cyprien, c'est la première fois que tu viens. Oui. À Vincennes, non, puisque tu travailles là. Oui. Mais sur ce plateau du Café des libraires, je vais te présenter dans quelques minutes. On sera ici avec Cécile Pain, qui est à côté de moi, voilà, qui va parler en français. On est aussi avec Alice McDermott, qui sera interprétée par Rachel Brévière. Je vais vous présenter un petit peu plus longuement tout à l'heure, avant que Cyprien vous pose des questions. Et puis avec Isabella Figueiredo, qui sera interprétée par Myriam Benar-Rochstrad. Pas du tout, Karina, donc. Bon. Donc vous n'êtes pas traductrice d'un précédent livre de l'autrice. Juste son interprète, mais c'est bien hein, déjà. Donc Isabella, qui est complètement de l'autre côté là-bas. Alors, peut-être un petit mot d'abord pour te présenter, Cyprien. Cyprien est libraire à 1000 pages, où tu travailles depuis 3 ans, après avoir été enseignant de français à l'étranger, en Autriche. C'est vraiment l'étranger, pendant quelques années, parce qu'on ne parle pas souvent de l'Autriche. Tu es principalement lecteur de littérature anglo-saxonne, mais aussi hispanophone, lusophone, donc du Portugal. Tu viens ici pour la première fois pour animer un café des libraires au Festival America, et on espère bien qu'il y en aura d'autres. Et sinon, on peut te retrouver à la librairie 1000 pages, évidemment. Alors, à toi de présenter. Tu veux qu'on commence par qui Commencer par Isabella. Par Isabella. Alors, je vais dire un petit mot d'Isabella pour la petite bio. Vous êtes journaliste, enseignante, écrivaine. Vous êtes née au Mozambique. Vous êtes arrivée au Portugal en 1975. Vous avez reçu en 2010 le prix du meilleur livre de l'année pour les carnets de mémoire coloniale. C'est bien, hein, le meilleur prix du meilleur livre de l'année, c'est pas rien. Et le prix Urbano Tavares en 2017 pour la parution portugaise de La Grosse, qui est le livre dont on va parler aujourd'hui, sorti aux éditions Chandaigne, et qui est, je vais le dire de suite comme ça sera fait, traduit du portugais par João Viegas. Et puis, pour la suite, c'est Cyprien qui va discuter avec vous. Bonjour à toutes les trois, toutes les 5, et bonjour à tous. Je suis ravi de présenter ces 3 textes qui sont chacun à leur façon 3 réflexions à travers le médium de la fiction, à travers le roman, sur la colonisation, les corps féminins, les échos de l'histoire dans les destinées personnelles. Isabella Figueiredo, on va commencer par votre roman. La Grosse est une exploration du passé familial à travers le corps de Maria Luisa, née au Mozambique. Maria Luisa qui est votre double littéraire, on peut dire. C'est une adolescente lorsqu'elle quitte son pays natal pour le Portugal au milieu des années 70. Stigmatisée et brimée en raison de son surpoids et de sa condition de retornada, elle peine à s'insérer dans une société qui la rejette, et on est complètement empoigné par votre langue et la façon brillante que vous avez de lier l'intime et la politique par la littérature. Une première question, dans votre premier roman Carnet de mémoire coloniale, il était déjà question du Mozambique, du racisme et plus précisément de la question coloniale. En quoi quitter le Mozambique à l'âge de 13 ans est-il un acte fondateur pour vous et pour votre travail d'écrivain? Obrigada. Obrigada a todos pela presença aqui e obrigada pela sua pergunta. Merci. Tout d'abord, merci à tous et à toutes pour votre présence ici et merci Cyprien pour ta question. A minha obra está muito fundada no meu passado. Eu sou uma rapariga sou uma mulher que nasceu em Moçambique em 1963 e que, por questões políticas, veio parar a Portugal, porque Moçambique era uma colónia portuguesa e quando se deu o 25 de Abril em Portugal,
que foi maravilhoso para todos, foi um bocadinho mau para as pessoas que viviam em Moçambique, porque elas foram expulsas de Moçambique, foram... Alors, en fait, mon histoire, voilà, je vais vous parler beaucoup de mon passé, hein, parce que moi, en tant que fille, en tant que femme, voilà, je vais vous parler, voilà, je suis née au Mozambique en 1963. Et en fait, j'ai j'ai quitté le Mozambique pour des raisons politiques, d'accord ? Et pour des raisons politiques, parce que, comme vous savez, le 25 avril est arrivé. Le 25 avril était un moment merveilleux, hein, qui a été vu comme un moment merveilleux par beaucoup de monde. Mais pour les gens qui habitaient au Mozambique, ça a été beaucoup plus compliqué et quelque chose vu comme mauvais, en fait. Para os brancos que viviam em Moçambique, a situação foi muitas vezes mortal. Muitos de nós morreram, foram assassinados e foi uma situação histórica muito difícil. Eu era uma adolescente, mas hoje penso que se eu fosse adulta como os meus pais naquela altura e me dissessem: tens de te ir embora de Moçambique, não levas a tua propriedade, perdes o teu trabalho, vais para um lugar que não conheces e vais começar tudo de novo, seria para mim brutal, hoje como adulta. Et il faut vous dire vraiment que c'était des conditions très difficiles, hein. Les Blancs qui habitaient au Mozambique à l'époque étaient assassinés. Il y avait vraiment des situations dramatiques. Moi, j'étais adolescente, mais je me dis toujours que si j'avais été adulte comme mes parents l'étaient et que j'avais dû tout quitter, enfin la maison, le travail, et d'aller au Portugal, de revenir, de partir au Portugal, voilà, ça aurait été très, très, très difficile comme décision à prendre. Depois há uma outra questão importante. Eu tinha contas a fazer com o meu pai. O meu pai era colonialista racista. Alors, il y a une autre question très, très importante. J'avais des comptes à rendre et à régler avec mon père. Mon père était un colonialiste, il était raciste. E os meus dois primeiros livros, que é o Carnet de Mémoire Coloniale e a Gorda, são livros nos quais eu faço muito a catarse desse tempo. Eu apresento o meu pai cruamente. Em Portugal disseram que eu traí o meu pai. Eu penso que não traí o meu pai. Eu escrevi uma carta de amor ao meu pai, mas expus o meu pai. Alors, avec mes deux livres, donc les carnets de mémoire coloniale et La Grosse, j'ai fait une catharsis. En fait, j'ai réglé justement ces comptes que j'avais à régler avec mon père. Les gens me disent que j'ai trahi au Portugal, mais les gens me disent que j'ai trahi mon père. Je n'ai pas trahi mon père. En vérité, c'est une lettre d'amour que j'ai écrite à mon père, en écrivant ces deux livres et que j'avais besoin d'écrire. Era a única forma que eu tinha de expor o racismo português, o colonialismo português, que se disse sempre em Portugal que era muito bonzinho, mentira, era expor o meu pai. C'était la seule façon que j'avais, c'était d'exposer mon père pour parler de ce colonialisme, de ce racisme portugais qu'on a toujours dit que c'était quelque chose de très joli, de pas aussi dramatique qu'il était vraiment. C'était la seule façon que j'avais de le faire, c'était en exposant mon père. E esta questão política e histórica que aconteceu nos anos 70, em França foi mais cedo, nos outros países foi mais cedo, nos anos 50, 60, mas em Portugal só deu independência às colónias nos anos 70. E esta questão da independência das colónias marca a minha vida, completamente. Eu tenho hoje ainda traumas que vêm daí. Et cette histoire de l'indépendance des colonies, c'est quelque chose qui marque ma vie. Hein. J'ai encore des traumas, des traumatismes qui me viennent de là. Parce que cette indépendance, elle est survenue tard. Hein. Elle est survenue dans les années 70 par rapport justement à la France, où c'était dans les années 60. Le Portugal, il a donné l'indépendance aux colonies très tard, en 70. E o que eu sinto é que, embora tenha já escrito muito sobre o meu passado moçambicano, colonial, e também sobre a minha vida não só enquanto retornada, mas também, porque ser retornada era uma forma de rejeição, mas também como gorda, que é uma segunda forma de rejeição. Apesar disso, eu continuo a precisar de falar do passado, continuo a precisar de falar desse momento histórico
que se chama descolonização. Et moi, j'ai besoin de parler de ce moment historique qu'est la décolonisation. Malgré le fait que j'écris et que je continue à écrire grâce à mes romans, j'écris sur ces formes de rejet. Hein. C'est une forme de rejet que d'être une retornada, hein, donc d'être revenu. C'est une forme de rejet, donc j'ai écrit là-dessus, sur mon passé, sur ma vie, mais aussi dans A Gorda, La Grosse, c'est une condition aussi où je parlais de ma condition et qui était aussi une source de rejet. Ce texte, La Grosse, est une déambulation dans l'appartement de vos parents, l'appartement d'Almada, que vos parents ont occupé à leur retour du Mozambique. La place qu'occupent les corps dans l'espace, le corps de la fille, qui donc est grosse, le corps mutilé du père, le corps vieillissant de la mère. Ce corps tient une place vraiment centrale dans le roman. À quel moment de l'écriture avez-vous pensé à cette forme si particulière, je dirais presque expérimentale, de l'espace qui raconte le corps? Enquanto menina que veio para Moçambique e ficou sozinha durante 10 anos, porque os meus pais enviaram-me para Portugal para a minha proteção física, e porque não havia escola já em Moçambique, essa menina ficou sem casa, ficou abandonada, na verdade, em Portugal, saltando de casa de um familiar para casa de outro familiar e sendo um pouco a Cinderela daquelas casas. Espera, deixa-me concluir. O que eu senti foi... Eu fantasiava durante a minha adolescência com a ideia de ter uma casa de novo. E fazia desenhos de plantas de casas, desenhava plantas de casas que eu gostaria de ter. E eu sonhava com ter uma casa. Então, para mim, ter uma casa é ter um refúgio, é ter um corpo antes do meu corpo. A minha primeira casa é o meu corpo, mas a minha segunda casa é a casa que protege o meu corpo, porque lá fora eu continuo a estar sujeita à violência et à agressão que eu conheci em Moçambique. Alors ma première maison, c'est mon corps, n'est-ce pas? Et ensuite, la deuxième maison, c'est en effet la maison que j'habitais. Parce que dehors, je continue à être agressée et à avoir la violence que j'avais connue justement au Mozambique. Mais en revenant à l'idée initiale, et je voulais justement suivre le fil de mon idée, quand j'étais enfant, en fait, quand je suis arrivée, je suis restée, il faut savoir que je suis restée 10 ans. Seule, sans mes parents au Portugal, hein, parce que mes parents m'ont envoyée pour me protéger, pour ma protection, et en sachant qu'il n'y avait pas de sécurité au Mozambique, donc ils m'ont envoyée au Portugal et qu'il n'y avait pas d'école là-bas. Donc il fallait que je suive l'école et que j'aille au Portugal pour cela. Mais j'ai été de maison en maison abandonnée, j'étais vraiment toute seule, abandonnée. Et j'étais comme Cendrillon, en fait, sans maison. J'étais d'une personne de la famille, d'un membre de la famille à l'autre qui me recueillait. Et c'est ainsi que je me suis forgée et j'ai joué avec une idée, j'ai fantasmé avec une idée d'une maison. En fait, j'inventais des maisons, je m'inventais des maisons, je jouais avec ces idées-là. Et cette idée-là de maison, elle m'a habitée justement comme protection, comme deuxième enveloppe corporelle après mon corps. E pensando no meu processo de escrita na Gorda, porque cada capítulo corresponde a uma parte da casa, eu penso também que quis honrar a casa, quis honrar a ideia da casa e quis também honrar os meus pais de alguma forma, porque eles são figuras muito importantes na minha vida, pela presença na infância e pela ausência na adolescência. Eu só voltei a reencontrar os meus pais aos 22 anos, já era uma adulta. Et ce processus d'écriture dans La Grosse, justement, puisque chaque chapitre correspond à une pièce de la maison, c'est un processus qui, pour moi, rend hommage à la maison, mais également à mes parents. Hein. C'est très important parce que mes parents, voilà, je voulais leur rendre cet hommage-là parce que par leur présence pendant mon enfance, mais également pour leur absence, jusque pour mon adolescence, parce que je n'ai revu mes parents qu'à l'âge de 22 ans, c'est-à-dire à l'âge adulte.
Je sais pas. On passe à la suite, tu veux? Après, peut-être qu'il y aura des échanges encore possibles. Je présente juste un tout petit peu Alice McDermott pour la suite. On va passer du Mozambique et du Portugal aux États-Unis, à l'Irlande peut-être. Alice McDermott est née à Brooklyn et vit aujourd'hui près de Washington. Vous avez publié de nombreuses nouvelles dans la presse américaine, des nouvelles qui font référence. Vous êtes autrice également de 8 romans qui ont été couronnés par de nombreux prix, l'American Book Award, le National Book Award, et en particulier un livre qui a eu un certain succès ici, c'est La 9e heure, qui a reçu le prix Féminin étranger en 2018. Et là, vous êtes ici pour la parution de Absolution, paru aux éditions de la Table Ronde et traduit par Cécile Arnaud. À toi, Cyprien. Dans votre dernier roman, Alice McDermott, il est question du Vietnam. Absolution est une merveille construite comme 3 longs échanges, presque 3 longues lettres entre 2 femmes américaines qui se sont connues au Vietnam au début des années 60. L'une était une jeune mariée de 23 ans et l'autre une petite fille. Il s'agit d'un texte puissant sur le hors-champ de l'histoire, sur l'amitié féminine, l'engagement, la nature éphémère de nos souvenirs et les corps féminins. Il est également, comme chez Isabella, énormément question du corps dans votre texte. D'ailleurs, il s'ouvre comme ça. C'est donc le personnage principal, Tricia, qui s'habille, qui met sur elle des couches de vêtements, qui multiplie les couches de vêtements, pas du tout adaptées au temps de Saigon. Qu'est-ce qui vous a amené à raconter ce moment de l'histoire du Vietnam à travers les corps et les histoires de ces femmes expatriées? Merci. Thank you so much. What a marvelous question. Marvelous parallel that in our work. 1963, in Saigon, in the United States, a pivotal year. Many things happened in the United States. The assassination of JFK, of course, 3 weeks before that, the assassination of the president of South Vietnam. The March on Washington, Medgar Evers was assassinated in the United States. For Catholics, Pope John the 23rd died in June of 1963, and Betty Friedan published The Feminine Mystique in 1963. Alors, c'est une très belle et très bonne question. Je vois des parallèles entre nos 2 ouvrages. C'est vrai que mon livre s'ouvre à Saigon en 1963, aux États-Unis aussi. 1963, c'est une année absolument cruciale. C'est l'année aux États-Unis où JFK a été assassiné. Mais 3 semaines avant, on le sait moins, c'est le président vietnamien Diem qui a été assassiné. Il y a eu les marches sur Washington. Et pour les catholiques, en juin 1963, Jean XXIII est mort. Et en 1963, Buddy Peden a également écrit et publié La mystique féminine. Donc en 1963, il s'est passé beaucoup de choses dans les 2 pays. J'en profite. Merci Rachel. Rachel, c'est bien vous, hein, parce que je ne me trompe pas, Rachel Brévière, pour l'interprétation, parce que je ne vous ai pas cité tout à l'heure. Si, je l'ai dit? Oh, bon, ben, je le redis. Poursuivez. Okay. So on this precipice, for women especially, I was 19 years old when I first read Graham Greene's The Quiet American. I read it in the early 1970s. The Vietnam War was very much a part of my coming of age. Even at 19, I recognized 2 things about Graham Greene's novel. One, it was amazingly prescient. He was writing in the early 1950s, and he predicted all the hubris and all the mistakes that America would bring to that country. It was brilliant.
in seeing the missteps that America would take in the next decade. Even at 19, I thought, why didn't JFK read The Quiet American? Why didn't LBJ read The Quiet American? Et c'est vrai que moi, j'avais 19 ans quand j'ai lu pour la première fois le livre de Graham Greene, The Quiet American. Et c'était dans les années 70, au milieu des années 70, la guerre du Vietnam faisait rage. Et à 19 ans, il y a deux choses qui m'ont frappée dans ce roman. La première, c'est que je l'ai trouvé éminemment prémonitoire. C'est un roman écrit au début des années 50, mais dans lequel on voit déjà toute la longue liste des erreurs et des loupés, des mauvais choix politiques américains de la décennie qui allait suivre. Et du haut de mes 19 ans, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que LBJ et pourquoi JFK n'ont pas lu The Quiet American? But the second thing was that Graham Greene, with all his political prescience, did not see the women's movement coming. And the female characters in that book are mostly ignored. If they're Vietnamese, they're either China dolls or shrews. And in one scene only, our hardened British journalist narrator sees two young women, two young American women in Saigon in the early 1950s. And all he can think is how clean and uncomplicated they are. And even at 19, I knew that wasn't true. La deuxième chose que j'ai trouvée dans ce livre de Graham Greene, c'est que pour toute son anticipation et son instinct politique, il y a une chose qu'il n'avait pas vue, c'est le mouvement féminin. Et ces femmes ignorées. D'ailleurs, ces femmes à cette époque au Vietnam, et les Vietnamiennes en particulier, étaient soit vues comme des petites poupées fragiles à ne pas toucher, soit comme des mégères. Et dans la scène qu'on retrouve dans Graham Greene, notre narrateur américain, à un moment donné, il dit quelque chose de deux femmes américaines qui se promènent dans le Saigon des années 50. Et la seule chose qu'il dit à leur sujet, c'est « Elles sont bien propres sur elles, elles présentent bien, et de toute évidence, leur vie n'est pas compliquée. » So I knew I needed to tell the story of women, such women, on the periphery of the British journalist, the male historian. What were their lives like? To give them credit for being more than clean and uncomplicated. So of course, now you have 1963, the world is about to change for such women. But they have been raised in a certain way, to appear in a certain way, and this comes to your question, that this is very female, and what they are required to do is to be an aid to their husbands who are out doing all kinds of nefarious things in the world, and to produce children. So there we have the importance, the metaphorical importance, not just of the clothing, which is the armor that brings them into the world, that gives them legitimacy in the world. And I love it that you noticed that the clothing and the weather are contradictory. A very young copy editor asked me if it was historically correct that women would actually wear stockings in Saigon when it was 100 degrees. Alors j'ai su dès le départ en lisant Graham Greene que cette histoire des femmes, il fallait que quelqu'un la raconte, cette histoire aux marges de la société, et que c'était pas à cet homme américain, journaliste, de raconter leur vie. Et j'avais envie de raconter leur vie pour dire qu'elles étaient beaucoup plus que de jolies petites figures propres et pas compliquées. Et ces femmes-là, en 1963, au moment où leur monde allait complètement basculer et changer, en fait, elles avaient été éduquées d'une certaine manière. On les avait conditionnées pour se comporter d'une certaine manière, mais également pour apparaître d'une certaine manière. Et on avait une attente à leur égard. Il fallait qu'elles aident leurs maris, qui, eux, étaient occupés à des activités autrement plus importantes, et il fallait qu'elles pondent des enfants. C'était ça leur rôle, c'était ça leur importance. D'où ce parallèle que je fais, le vêtement qui est l'armure, qui est quelque chose
dit quelque chose de leur féminité, et en dessous, le corps et sa vulnérabilité. Et j'aime particulièrement le commentaire que vous avez fait sur le fait qu'elle s'habille avec des vêtements qui ne sont pas du tout appropriés pour la météo. Et c'est vrai qu'un relecteur m'a dit, quand j'ai envoyé mon roman, il m'a dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment on faisait porter des bas aux femmes à Saïgon alors qu'il fait 40 degrés dehors? Oui, c'est saisissant. Et c'est vrai que vos personnages féminins ne manquent pas de complexité. Ces femmes, elles vont tenter d'aider sur place du mieux qu'elles peuvent. Elles vont tenter d'apporter du réconfort dans les hôpitaux. Et le personnage de Tricia a cette expression tikkun olam, qui veut dire réparer le monde en hébreu, une expression qui lui vient d'un ami de son père. Est-ce qu'à votre avis, c'est possible pour la fiction de réparer le monde? Et est-ce que vous, c'était votre projet littéraire? I think it was the poet W.H. Auden who said that in writing his memoriam for W.B. Yeats, said that poetry makes nothing happen. And I suppose in all humility, I suspect novels make nothing happen too. Alors, je vais citer le poète W.H. Auden qui, dans son une élogie au moment du décès de Yeats, a écrit « La poésie ne fait rien advenir et je vais faire preuve de beaucoup d'humilité et dire que je crois que la littérature ne fait pas advenir grand-chose non plus. » However, I think what novels do, and probably something we need more than we realize, the best novels invite us to consider. Maybe this is here comes my New Testament training. How many times Jesus just says, consider the lilies of the valley. And I think the best novelists invite us to consider this life, consider the circumstances in which these people live, and for whatever time it takes for you to experience the novel, be there with them. Not so much that we're going to incite a revolution when the novel is finished, when you close the book. Maybe even not so much that you're going to be a better person, but for that time alone, you have been a generous person because you have engaged with a novelist's voice in order to consider the life of someone other than yourself. And I always find that quite miraculous. Alors, les romans ne peuvent pas tout, mais ce que les romans peuvent faire, en tout cas les bons romans, c'est de nous amener à réfléchir, à observer, à contempler. Et là, vous allez voir mon éducation chrétienne, puisque dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit à maintes et maintes reprises Jésus qui dit « observez, contemplez les fleurs, contemplez les événements ». Et c'est ce que on invite le lecteur dans un roman à envisager la vie des personnages dans un environnement différent, à un moment différent. Et pendant l'écriture d'un roman et aussi pendant la lecture du roman, ce que le roman permet au lecteur, c'est d'accompagner ces personnages, de les accompagner. Alors ça ne veut pas dire que la révolution va survenir à la fin de la lecture, on ne va pas sortir dans la rue après avoir lu, on ne va pas forcément être une meilleure personne non plus, mais en tout cas on aura cheminé le temps de la lecture avec ces personnages et on aura fait preuve de générosité dans cette acceptation de la vie d'un autre, d'entrer dans la vie d'un autre. C'est également un grand roman sur la politique dans les années 60. Tricia raconte un événement particulier de sa jeunesse. Après avoir fini l'université, elle décide de partir avec une de ses amies et de s'engager pour la lutte des droits civiques dans le sud des États-Unis. Pourquoi avez-vous choisi de lier ces deux événements ? Son futur au Vietnam et son passé de presque militante. As you pointed out, they're two almost opposing
notions in the novel, and one is that Midrash, repair the world. Go out and repair the world. You must. This is your obligation. But the other side of that is the Buddhist injunction to heal yourself. So Trisha is caught up as a good Catholic first-generation immigrant in the United States to go out because she's influenced by a strong friend, another female friend, to go out and repair the world, to go down to Birmingham, Alabama, and work for civil rights. But she is stopped, and not necessarily, she's not too regretful about it, by an older woman who points out that she is the only daughter of a widowed father, and she cannot put herself at risk because she is the most important person in one other person's life. And that's where her obligation is. And I think this is very feminine and very female. This is the mother who wants to be the activist and yet has children at home for whom she is the most important person. So how do you go out into the world and put yourself at risk without, in some ways, putting the happiness of your own family and children at risk? Vous avez raison, on a ces deux tensions dans le roman. Il y a le midrash juif, repair the world, mais de l'autre côté, il y a également cette injonction bouddhiste qui est réparez-vous vous-même. Et Patricia, donc la première narratrice, en bonne catholique irlandaise, première génération, écoute une de ses amies très influente et elles décident toutes les deux d'aller réparer le monde et de partir combattre pour les droits civiques à Birmingham en Alabama. Et celle qui la stoppe, et elle n'est pas trop difficile à stopper en fait, c'est une femme plus âgée et qui lui dit, pour la stopper, tu es la seule fille, tu es fille unique et ton père est veuf. Ton père n'a plus que toi. Pour lui, tu es la personne la plus importante au monde et ton obligation, elle est envers ton père. Et c'est vrai, on voit ça aussi chez toutes ces femmes qui sont mères, qui aimeraient militer, mais qui se posent cette question et se disent, est-ce que j'ai le droit de me mettre en danger au risque de faire du mal à mes enfants parce que les personnes les plus importantes de ma vie, ce sont mes enfants? Question que se posent pas forcément beaucoup d'hommes d'ailleurs, soit dit en passant à mon avis. Merci, merci beaucoup Alice. Je voudrais juste signaler que Quiet American dont vous avez parlé tout à l'heure est traduit, de Graham Greene, est traduit par Un Américain bien tranquille en français si vous souhaitez le lire. Merci beaucoup Cyprien. On passe à Cécile Pain avec Les âmes errantes. Cécile, vous avez grandi entre Paris et New York avant de vous installer à Londres. C'est juste tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je peux le reprendre, je ne me suis pas trompé, parce qu'on s'est vu déjà tout à l'heure, pour étudier la philosophie à University College. Vous avez été sélectionné par le prix Women's Prize for Fiction pour ce premier roman, puisque vous l'avez écrit en anglais, Les âmes errantes, et il a été traduit en français par Karine Chichereau pour être publié aux éditions en France, La Cosmopolite, chez Stock. Et puis vous avez aussi le prix Fragonard 2023 de littérature étrangère, décerné à la fois à l'autrice et à la traductrice. Je crois que j'ai tout dit, maintenant c'est à toi Cyprien. Ah non, si, j'ai oublié quelque chose. Le livre Les âmes errantes vient d'avoir le prix des lycéens Vincennes 2024. Voilà, donc ici même, c'est tout frais. Oui. Même plus fort, vous pouvez le faire. On va rester au Vietnam avec vous, Cécile. Les âmes errantes est votre premier roman et vous y racontez l'histoire de 3 enfants, Anne, Tan et Min, qui à la fin des années 70 sont envoyés par leurs parents à Hong Kong où ils espèrent pouvoir émigrer aux États-Unis. Mais le plan qui devait réunir toute la famille à New Haven chez un oncle échoue et bientôt ces 3 enfants sont livrés à eux-mêmes et finiront par s'installer dans la Grande-Bretagne de Margaret Thatcher au début des années 80. Ce récit de l'arrachement est bouleversant et vous y déployez avec précision et délicatesse
tant la grandeur que la monstruosité de l'âme humaine. Vous racontez l'histoire de trajets migratoires, leurs différentes étapes qui ne s'arrêtent pas une fois arrivés en Grande-Bretagne. Et s'il se passe à la fin des années 70, il me semble malheureusement toujours d'actualité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur le parcours de ces 3 enfants? Et cherchez-vous aussi, comme Alice McDermott, peut-être une réparation au mouvement migratoire d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Le livre, au début, quand j'ai commencé à l'écrire, ça venait d'un côté assez personnel. Donc, le livre est en partie inspiré de l'histoire de ma famille. Ma maman, qui est vietnamienne aussi et qui a quitté son pays après la guerre et qui s'est installée, elle, dans un premier temps, dans un camp en Thaïlande. Et puis après, est arrivée en France dans les années 80. Et comme dans le livre, ses parents, et dans la vraie vie, ses 5 frères et sœurs, les plus jeunes, sont décédés en mer dans des manières assez mystérieuses. On ne sait toujours pas exactement ce qui leur est arrivé. Et donc oui, au début, je voulais vraiment écrire le livre pour des raisons plus personnelles que politiques. Pour être honnête, je voulais en apprendre plus un peu sur les Boat People, sur ce que ma famille avait vécu, et puis aussi en apprendre un peu plus sur mon identité vietnamienne. Ayant grandi, mon père est français, ma mère est vietnamienne, donc j'ai un peu eu cette double identité, et le livre m'a permis aussi de reconnecter avec cette partie de moi-même. Après, c'est vrai que bien sûr, en écrivant le livre, c'était dur d'ignorer tout ce qui se passait dans le monde avec l'Ukraine, l'Afghanistan, etc. Et de voir vraiment que c'est une histoire qui se répète tout le temps. Même la troisième partie des Amérondes commence avec cet événement qui s'est passé en 2019, en Angleterre aussi, où je crois que c'est 30 réfugiés vietnamiens sont décédés asphyxiés dans une camionnette alors qu'ils essayaient de quitter leur pays. Donc même on oublie tout le temps, toujours, mais même au Vietnam, il y a toujours ces histoires qui se passent. Donc oui, c'est vrai que pendant que j'écrivais le livre et après pendant sa publication aussi, il a pris une autre dimension plus politique et un peu moins personnelle. Et on voit aussi dans le livre, par exemple, des notes, des vraies notes de Margaret Thatcher pendant une réunion qu'elle a eue avec un de ses ministres, où elle dit, par exemple, qu'elle voulait... Elle dit pourquoi on n'envoie pas tous ces réfugiés vietnamiens dans une île près de l'Australie ou quelque chose du genre, et on se dit quelle idée bizarre. Et après on voit ce qui se passe de nos jours, et par exemple le gouvernement anglais qui voulait vraiment envoyer tous les réfugiés au Rwanda, et on voit que c'est des choses qui se répètent. Donc c'était assez étrange et triste de voir ça. La structure narrative de votre livre est multiple, vous l'avez un petit peu dit là. Donc il y a le récit de la migration des 3 enfants, le récit de Jane, qui est donc la fille qui raconte l'histoire de ces 3 enfants, la fille de Anne. Il y a des archives et de très beaux passages poétiques aussi d'un petit fantôme, d'un enfant fantôme. Comment avez-vous pensé cette structure narrative aussi élaborée, et qu'est-ce que vous tentiez de raconter à travers elle? J'aime beaucoup lire les livres qui ont plusieurs narrateurs, plusieurs éléments un peu de fiction, et qui mélangent un peu la fiction et les articles de journaux et les essais. Donc, dès le début, j'étais intéressée d'écrire un roman comme ça. Et pour moi, ça me paraissait presque naturel, parce que je voulais que le roman reflète un peu la manière dont j'ai appris moi-même de l'histoire de ma famille, en fragments, en éclats. J'ai appris ce qui s'est passé par des petites anecdotes que ma mère me racontait au fil des années. Peut-être elle me racontait quelque chose qui s'était passé au camp en Thaïlande, quelque chose qui s'était passé pendant la traversée, et des choses aussi que j'ai appris par mes oncles ou par mon père. Et aussi beaucoup de silences, beaucoup de choses que je ne sais pas exactement, parce que ce n'est pas non plus un sujet dont on parlait beaucoup. Et c'est avec mes propres recherches que j'ai pu remplir ces trous un peu, en faisant mes propres, en apprenant, en lisant des articles de journaux de l'époque, en regardant les archives nationales. J'ai pu en apprendre plus.
Et donc voilà, je voulais un peu que le roman ait cette structure et voilà, cette manière dont on peut apprendre une histoire et recevoir une histoire par fragments et avec des sources différentes. Et aussi, je voulais montrer comment un événement peut affecter plusieurs personnes à travers plusieurs années et plusieurs dimensions. Donc Jane, le personnage un peu jeune, qui bien sûr représente un peu moi, c'est la deuxième génération. C'est elle un peu qui a inhérité cette idée du trauma transgénérationnel et comment un événement qui s'est passé avant sa naissance peut l'affecter de manière un peu inattendue d'une façon. Dao, le petit fantôme, un de leurs petits frères décédés à 7 ans, le voir un peu de l'au-delà, comment bien sûr, j'ai dû imaginer cela, mais comment il réagit à sa propre mort, à voir ses frères et sœurs vivants, essayer de vivre leur vie alors qu'il n'est plus là. Donc voilà, pour moi, dès le début, je voulais vraiment avoir cette structure un peu avec plusieurs voix. Oui, c'est vrai que la question de la mémoire traumatique est très importante dans votre texte, et aussi la question du trauma, puisque ces 3 frères et sœurs vont vraiment vivre l'expérience traumatisante qu'ils ont vécue de façon très différente les uns des autres. Peut-être que vous pouvez en toucher un mot aussi, du très beau personnage de Min, notamment, qui va moins réussir que les autres. Oui, c'était important pour moi que les 3 frères et protagonistes, les 3 personnages, Anton et Min, ont des parcours assez différents finalement. Je pense que dans le discours des réfugiés de nos jours, on a tendance à mettre tous les migrants, les réfugiés dans la même catégorie et de parler d'eux comme si c'était juste une personne. On oublie un peu le côté humain, je pense. Alors que ce n'est pas vraiment comme ça dans la réalité. Chaque personne a une histoire, a aussi une personnalité différente. Donc, Men, qui est le frère du milieu, est un peu plus introverti, un peu plus timide. Il arrive à un âge au Royaume-Uni, je crois qu'il a 14 ans quand il y arrive. Donc c'est un âge un peu, on arrive dans l'adolescence. Et tout cela fait qu'il n'arrive pas vraiment à s'intégrer comme il le voudrait. À l'école, il n'arrive pas trop à se faire de copains. Donc après tout cela fait qu'après, il rencontre des mauvaises personnes. Alors que son petit frère Tan, qui est un peu plus social, un peu plus joyeux comme personnage. Tout cela fait juste qu'il arrive plus à se faire des amis. Il arrive aussi à un âge un peu plus jeune, à 11 ans, je crois. Donc, il a moins d'accent quand il apprend l'anglais, par exemple. Et après, bien sûr, il y a Anne, l'aînée de la famille, qui à 16 ans se retrouve maintenant la maman un peu de ces deux frères plus jeunes. Et quand je l'écrivais, j'avais en tête, bien sûr, ce conflit qu'elle a en elle-même de vouloir être une ado, mais aussi vouloir vraiment s'occuper bien de ses frères, et aussi d'avoir un peu un ressenti, un ressentement, un resentment, d'en vouloir un ressentiment. Pardon, excusez-moi. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des événements en français, alors quelquefois j'oublie mes mots, mais elle en veut un peu à ses frères, je crois, de l'avoir transformé en maman du jour au lendemain, d'avoir un peu pris une partie de sa jeunesse. Et après aussi, elle se sent coupable d'avoir ces sentiments envers ses frères. Donc c'est un personnage avec beaucoup de choses qu'elle garde en elle-même, je pense. Et un peu comme ce que disait Alice, elle a pris conscience que pour ses frères, c'était elle la personne la plus importante du monde. Oui. C'est ça. Cyprien, si tu es d'accord, j'aimerais bien, parce que je voyais Isabella hocher la tête quand on parlait de trauma familial, peut-être revenir juste pour une dernière petite chose, surtout peut-être sur la question du racisme, je ne sais pas, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, on le trouve aussi dans le livre pas d'Alice, de Cécile. Mais bon, peut-être tu avais autre chose à demander, mais je trouvais qu'il y avait des liens aussi là. Moi, c'était pas sur la question du racisme que j'avais envie de vous interroger un peu plus, c'était plutôt sur la question de la conception de votre livre. Je sais que vous écrivez plutôt par fragments, et j'aurais aimé que vous nous racontiez comment est-ce que vous arrivez à arriver à un texte aussi construit avec
cette écriture très particulière et très singulière. Parce que je crois que moi, ce qui, en tout cas, me marque dans ces 3 textes, c'est que c'est vraiment 3 textes où il y a des empreintes très, très singulières, quoi. Eu tive muitas dúvidas sobre a forma como estruturar este livro, porque ele tinha plano temporal muito diverso. E eu não gosto de livros lineares do ponto de vista cronológico. 1910, 1912, 1925, 1931. Non, eu não gosto disso. En effet, j'avais quelques doutes sur la structure que je souhaitais donner au plan de mon livre, hein, de la structure même du livre. Moi, je n'aime pas en fait l'ordre chronologique dans les linéaires dans les livres. Je n'aime pas que ça se suive, 1960, 1970. En fait, voilà, c'est comme ça que je... Oui, é verdade. E eu pensei que a narrativa tem estratégias para superar isso. Eu sei trabalhar bem com... Eu fui professora de português durante muitos anos e eu sei analisar muito bem a estrutura de uma narrativa. Sei trabalhar bem a analepse, a prolepse. Eu sei... Aprendi com os outros escritores a mudar de tempo de forma subtil, mas eficaz. E eu pensei, ok... J'ai appris en effet avec d'autres écrivains, d'autres auteurs, à écrire et à passer d'un récit à l'autre de façon subtile mais efficace. C'est-à-dire que tout récit a ses stratégies aussi. Et moi, j'étais professeure de portugais, donc j'ai appris, je connais un petit peu ces stratégies, l'analepse, la prolepse. Et donc tout ceci, en fait, m'aide à construire mes récits. E no meio das minhas dúvidas de escritora sobre como estruturar o livro, pensei, e que tal se eu escrevesse capítulo por cada parte da casa e em cada capítulo estruturasse pontos de vida da Maria Luísa que são importantes. Et parmi tous mes doutes, en fait, quant à la structure du récit, hein, de mon récit, j'ai pensé... Pourquoi pas un chapitre par pièce de la maison, hein, comme je vous disais, et aussi par chapitre un point de la vie de Maria Luísa, justement, c'est-à-dire qui concernait cette vie-là. Então, o que eu fiz foi escrever capítulo sobre, por exemplo, a sala de visitas. E nesse capítulo eu iria colocar tudo o que havia da relação entre a Maria Luísa e os seus pais. Todas as suas discussões de geração, que têm a ver com a diferença geracional e as questões sociais, eu ia colocar na sala. Mas as questões sexuais da Maria Luísa, eu ia colocá-las no seu quarto de solteira. Tudo o que eu queria dizer sobre a sexualidade da Maria Luísa, desde o início até ao presente, eu iria colocar no quarto dela. Alors, donc, j'ai décidé d'écrire en effet, par exemple, un chapitre sur la salle de séjour où les gens se croisent. Et c'est là où j'ai choisi de placer les relations avec les parents. Les relations avec les parents, c'est là où ils avaient des discussions et c'est là où les questions générationnelles avaient lieu, hein, des questions sociales, générationnelles, c'était là où ils discutaient. En revanche, tout ce qui était plus de l'ordre sexuel de Maria Luísa, là, je l'ai placé dans sa chambre de jeune fille, et c'était là où elle avait déjà, depuis le début, jusqu'à toute sa sexualité qui se développait dans sa chambre. E tudo o que eu tinha a dizer sobre fome e sobre frustração de não poder comer, frustração de ser uma mulher gorda e não ter roupa que me servisse, tudo o que tinha a ver com comida, com corpo, eu situava na cozinha. Et j'ai situé donc la faim, toute la frustration de vouloir tout le temps manger, la frustration d'être d'être grosse et de ne pas avoir des habits qui étaient à ma taille, toute cette frustration-là liée au corps, à la faim, je l'ai située dans la cuisine.
Acabei por ficar com vários bocados, pedaços de narrativa que no fim eu tive que ligar para funcionar narrativamente. E devo dizer-vos que os bons leitores gostam muito do meu livro, mas os maus leitores detestam, porque tem muito trabalho narrativo. Et je dois vous dire, donc évidemment, j'ai eu des fragments, des lambeaux, on va dire, des fragments de récits que j'ai dû relier entre eux. Et donc, tout ceci fait que c'est un travail que je donnais aussi aux lecteurs et qui fait que les bons lecteurs aiment mon livre. Normalement, ils aiment beaucoup mon livre, mais les mauvais lecteurs, ils l'aiment moins parce que ça leur donne beaucoup plus de travail à relier tout ceci. On va s'arrêter sur ce travail donné aux lecteurs et aux lectrices. Après tout, c'est bien normal. Merci beaucoup, Cyprien, pour cette dernière question sur la forme, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de points communs. Merci à toutes les 5, effectivement, pour vos interventions. Isabella Figueiredo pour le livre La Grosse aux éditions Chandelle, excellent traducteur, éditeur de littérature lusophone du Portugal, et en particulier du précédent livre d'Isabella, Carnet de mémoire coloniale. Et le livre est traduit par João Viegas. Merci beaucoup, Isabella. Ensuite, Alice McDermott aux éditions La Table Ronde pour Absolution, traduit de l'anglais par Cécile Arnaud. Merci beaucoup, Alice. Et puis enfin, Cécile Pain aux éditions La Cosmopolite chez Stock, Les âmes errantes, traduit par Karine Chichereau. Et merci, Cyprien, pour la présentation. Merci, Karina, pour l'interprétation. Et merci également, Rachel, pour l'interprétation. Et la suite, parce que vous allez rester là pour la suite, vous pouvez les applaudir avant que je parle de la suite. Hein, voilà. Comme ça, je respire.